conférence de presse est de vous faire la restitution de la marche du 17 juin dernier et de vous informer des actions à venir et également d'en profiter pour lancer des appels. S'agissant de la marche citoyenne et pacifique, nous pensons que cela a été une marche historique par son ampleur et par la ferveur des manifestants. Et grâce à Dieu, aucun incident n'a été signalé. Je voudrais donc, au nom de la plateforme, remercier et féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce premier succès éclatant. C'était une véritable prouesse. À titre de rappel, la première rencontre que nous avons tenue ici même le 8 juin a regroupé une vingtaine de personnes. Le 11 juin, 3 jours après, déjà nous étions à plus de 200 en assemblée générale pour la mise en place de notre coordination. Et 7 jours après, nous avons réussi à organiser cette marche gigantesque du jamais vu à Bamako. Merci à nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour leur soutien et encouragement constant. Merci aux femmes, hommes, jeunes et moins jeunes pour leur forte mobilisation. Et merci évidemment aux médias nationaux et internationaux, radio, télévision, journaux, réseaux sociaux, pour la large couverture de cet événement. C'est l'occasion d'exprimer notre solidarité à un de nos leaders d'opinion, je pense à Chouala Bayaya Aïdara, qui a été victime de représailles. En effet, après la marche, les agents de sécurité affectés à son domicile pour sa sécurité ont été retirés. Nous saluons et félicitons notre troisième vice-président, Master Soumi, pour la qualité de sa production sonore, qui fait déjà le tour du monde et qui fait notre fierté. S'agissant des actions futures, nous envisageons dans les jours à venir des meetings dans les communes, notamment le 27, le 28 et le 29 juin, soit deux communes par jour. Nous organiserons 2 meetings par jour. Donc, 2 communes seront concernées chaque jour. Nous avons décidé qu'à l'approche de la fête, il fallait marquer une pause et le lendemain de la fête également. C'est pour cela que les prochaines activités ne commenceront que le 27. Nous envisageons des marches synchronisées à Bamako, à l'intérieur et au niveau de la diaspora malienne le samedi 8 juillet. Inch'Allah. Évidemment, la diaspora passe. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Le 8 juillet, c'est un programme de la diaspora de France. Ils m'ont communiqué, c'est ce qui va rester en tête. Nous organiserons notre marche, le 1er juillet, et ce sera synchronisé. Si d'ici à là, il y a un changement, on verra. Sinon, on remettra ça le 8 juillet, en même temps que ceux de la diaspora et aussi de l'intérieur du pays. La diaspora malienne, aux États-Unis, en France, dans beaucoup d'autres pays, en Afrique, notamment au Sénégal, Mauritanie, etc., ont déjà mis en place leur structure et sont en train de s'organiser pour faire des manifestations jusqu'à la fameuse date du 9 juillet. Donc ces activités sont également prévues. Nous prévoyons de poursuivre et renforcer les actions d'information et de sensibilisation sur tous les canaux de communication et dans les langues nationales. Vous savez, en tout cas les membres de la plateforme savent que les enregistrements en langue nationale, les principaux messages sont déjà disponibles et seront remis aux radios qui n'en disposent pas encore. Concernant un point
qui nous paraît important parce que c'est une question d'actualité. C'est un peu ça qui nous a mis en retard. Il nous fallait commenter la récente actualité. Avant cela, je voudrais vous informer que nous avons adressé au président de la République une lettre dont je vous livre le contenu. Plateforme anti-Abana touche pas à ma constitution. À son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali. Monsieur le Président, nous avons l'insigne honneur de vous adresser la présente lettre relative à notre opposition à la tenue du référendum du 9 juillet 2017. En rappel, le 3 juin 2017, l'Assemblée nationale du Mali a voté la loi numéro 2017-31 ANRM portant révision de la Constitution du 25 février 1992 après y avoir introduit de nombreux amendements. Cette nouvelle loi référendaire a suscité beaucoup de réactions répulsives et une forte inquiétude qu'elle fait peser, sur la fragile unité nationale. De manière spontanée, une centaine d'associations de la société civile, une quarantaine de partis politiques, des syndicats, des universitaires, des artistes et des leaders d'opinion se sont concertés et ont convenu de la création d'une plateforme dénommée Anti-Abana touche pas à ma constitution. La première activité de cette plateforme a été la grande marche citoyenne pacifique du samedi 17 juin 2017 à laquelle ont participé plusieurs dizaines de milliers de Maliens de toutes couches sociales confondues. À l'issue de sa dernière réunion, la coordination de la plateforme a décidé de vous soumettre les demandes suivantes. Surseoir au référendum, assurer d'abord le retour effectif de l'administration et des forces de sécurité dans toutes les localités du pays sous occupation. Ouvrir une large concertation avec toutes les forces vives de la nation. En comptant sur votre sens élevé de la patrie, nous osons croire que vous nous verrez en notre démarche que le même attachement à l'intérêt national. Tout en vous assurant de notre pleine disponibilité à échanger sur le sujet, nous vous prions, Monsieur le Président de la République, de croire en l'expression de notre profond respect. La plateforme. Donc cette lettre a été déposée hier dans la journée, en début d'après-midi. Et au cours de la soirée, nous avons donc suivi tous les propos du président de la République lors de la cérémonie de remise des documents relatifs à la charte et à la cartographie des terroirs. Le spectacle était tout simplement affligeant. C'était un spectacle affligeant. Nous avons vu un président contrarié, très en colère. Les Maliens sont un peu habitués à ça, je crois. Nous pouvons comprendre sa colère après cette mobilisation sans précédent contre son projet de réforme. Mais ce qui est difficile à comprendre est que le chef de l'État ne parvient pas à contenir sa colère devant ses invités de marque au cours d'une cérémonie officielle très solennelle. Il y avait les institutions de la République, il y avait le corps diplomatique, etc. Et évidemment, avec le soutien des applaudisseurs de service. Mais comme on le dit, la colère est toujours mauvaise conseillère. Nous souhaitons et espérons qu'entre le cœur et la raison, ce soit la raison qui finisse par l'emporter. Nous aimerions tellement, en tant que Maliens, que dans ce domaine-là aussi, sur ce registre-là aussi, notre président soit, entre guillemets, à hauteur de respiration, qui ferme les guillemets, des autres chefs d'État. Ceci dit, le président de la République doit comprendre que ceux d'en face ne sont pas des enfants turbulents, capricieux, qu'il faut rappeler à l'ordre en agitant un doigt menaçant. Ceux d'en face sont des femmes et des hommes déterminés à assumer pleinement leur citoyenneté. Ni intimidation, ni menace, ni invective, ni le mépris et l'arrogance de certains partisans zélés ne pourront les distraire. C'est un vaste mouvement qui est enclenché et ce mouvement est en marche. Ils disent qu'ils sont en ordre de bataille, évidemment,
avec les moyens de l'État, donc les contribuables que nous sommes pour et nous leur répondons que nous sommes en ordre de marche. Je voudrais lancer un appel à toutes et à tous pour une mobilisation générale, pour continuer à dire non à toute consultation référendaire dans ce contexte caractérisé par une insécurité généralisée et chronique et non pas résiduaire comme disent certains. Qu'ils soient du nord, du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest, qu'ils soient réfugiés ou déplacés, qu'ils soient immigrés, tous les Maliens sont dans la même barque. Ils ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations. Nous devons donc tous refuser la partition de notre pays. Et, excusez-moi, nous devons défendre résolument et sauvegarder les acquis démocratiques et les valeurs républicaines. Je vous remercie pour votre écoute et nous sommes à votre disposition pour les questions éventuelles. Donc, en avant pour d'autres victoires encore plus éclatantes que celle du 17 juin. Question relative à l'accord qui impose la révision constitutionnelle. Vous savez, nous sommes au deuxième anniversaire de la signature de l'accord. Et jusque-là, tout le monde s'accorde à dire que l'accord est en panne. Il est en panne pourquoi? Parce que la majorité des Maliens considèrent que ce qu'il y a, les dispositions qui sont dans cet accord-là, sont contraires à notre constitution du 25 février 1992 et les Maliens n'ont pas adhéré donc à cet accord-là. Majoritairement, les Maliens n'ont pas. Même les partis signataires de l'accord, en réalité, ont signé pour juste sous la pression la communauté et pour qu'on dise que bon, ils sont de bonne foi. Mais chaque semaine qui passe démontre que ces signataires-là ne croient pas à cet accord et que ce n'est pas parce qu'on a signé un accord qu'on nous a brandi comme étant une solution miracle aux problèmes qui se posent. On a brandi cela comme une solution miracle, mais aujourd'hui on est en train de se demander à quoi la signature de cet accord-là a servi jusqu'à ce jour. On est en train de se poser la question. Donc, vouloir, et ils l'ont dit, au début ils ne le disaient pas, mais après ils ont dit que la relecture, la révision de la Constitution, c'était pour prendre en compte les dispositions de l'accord. Et il se trouve, je pense, comme on va revenir certainement sur ça, que nos élus, connaissant déjà les positions de nous tous, la majorité des Maliens, ont eu tellement peur de cette affaire-là que la plupart des dispositions contenues dans l'accord qui auraient dû être intégrées dans cette révision constitutionnelle-là, relisez, je vous invite à relire l'un et l'autre, c'est-à-dire l'accord et en même temps la révision, le texte proposé, le projet de révision constitutionnelle proposé, vous verrez qu'en dehors du Sénat, aucune des autres dispositions prévues dans l'accord ne figure dans ce projet de révision constitutionnelle. Vous pouvez le constater avec nous. Alors, où se trouve l'astuce? Où se trouve le piège? Je vais laisser Fomba développer cet aspect-là. Mais je rappelle simplement que la CEMA elle-même, qui est la principale concernée, qui s'est battue pour qu'on mette beaucoup de choses dans la Constitution, la nouvelle Constitution, afin que l'accord puisse être appliqué, la CEMA elle-même a fait le constat que ses préoccupations n'ont pas été prises en compte. Elle a fait sa contribution par écrit, qu'elle a remise à la commission loi, comme il y a eu des écoutes, elle a été écoutée également, elle a remis. Et vous pouvez aussi vous référer à cette déclaration-là de la CEMA et vous verrez que même eux, qui sont censés être satisfaits de cette révision, et ne le sont pas, et pour cause. Ce qu'il y a en dessous, quand j'aurai fini, Famba va peut-être revenir, ou bien je lui donne la parole maintenant pour compléter. L'opposition politique fait partie de ces forces de la nation. Nous avons accompli
juste après quand le projet est venu à l'Assemblée nationale, qu'il y a eu un blocage sérieux. Il y a eu plus de 100 amendements, 70 qui sont venus du parti majoritaire, de la majorité, et 40 de l'opposition. Cela montre qu'on aurait pu éviter tous ces amendements s'il y avait eu des concertations en amont. Et à ma mémoire, au cours de cette législature, c'est la première fois qu'on ait autant d'amendements pour un texte aussi sérieux. Et quand il y a eu le blocage, sachez que quand un texte vient à l'Assemblée nationale, ça devient un texte de l'Assemblée nationale. L'exécutif peut, en amont, avec sa majorité, travailler à faire la monture, mais quand c'est déposé sur la table de l'Assemblée nationale, il ne doit pas avoir d'interférence. Nous avons été interrompus en pleine séance parce que ça n'allait pas. Et les députés de la majorité sont transportés chez le président de la République pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est un travail qui est fait en amont. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les concertations ont commencé et nous savons que ce n'est pas anodin. Nous savons l'effet que cette marche historique du 21 juin a eu sur lui et sur l'ensemble de la majorité. Et je crois qu'il aurait dû peut-être commencer par ceux qui disent non. Les députés de la majorité qui ont été reçus hier avaient été reçus avant. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc pour nous, il est extrêmement important, et comme la présidente l'a dit, tout ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir contribuer à l'édification de ce pays. Nous avons notre mot à dire et nous souhaitons de façon ardente qu'il appelle, surtout pour nous le plus important aujourd'hui, c'est qu'il appelle la plateforme. Parce que cette étape de contrôle des députés, je crois que c'est une étape qui est déjà dépassée. Aujourd'hui, les députés de l'ADP Maliba, de tous les partis, et tous ceux qui sont dans la plateforme une quarantaine, sont tous dans cette plateforme. Donc pour nous, nous l'appelons, nous demandons à ceux qui consultent la plateforme. Les forces vives sont là, les associations sont là, tout le monde est là. Donc c'est le Mali tout entier qui est là. Donc nous lui demandons surtout de taper la plateforme et nous avons fait une lettre dans ce sens. Concernant la question de Bruno, l'indépendant, je souhaiterais un peu me prononcer là-dessus. C'est vrai que le référendum est une exigence de l'accord de paix de réconciliation, là la présidente l'a évoqué. Mais le référendum, dans le chronogramme de mise en œuvre de l'accord de paix, venait après des préalables. Et parmi ces préalables, c'était la mise en place des autorités intérimaires. Aujourd'hui, nous savons que ces autorités sont en place, mais elles ne sont pas fonctionnelles, elles ne sont pas opérationnelles. Aussi, il a été question de mettre en place le mécanisme opérationnel de coordination, les patrouilles mixtes. Nous avons vu à Gao, ils ont essayé ce que ça donnait. Et ensuite, il était question du retour de l'administration et des services de base avant ce référendum. Et pour nous, les autorités intérieures allaient permettre d'avoir un gouverneur élu par le président de la République qui est sur place, nous savons que Kidal n'est pas sur place, et avoir une patrouille mixte qui aura en son sein les forces de sécurité du Mali. Ça aurait permis d'avoir de façon temporaire l'autorité de l'État sur ces zones, et après on aurait pu faire ce référendum. Mais ce n'est pas le cas. Donc on nous dit que l'accord l'impose, il y a un problème de gouvernance sérieux, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre l'accord de paix de réconciliation. Il y a des préalables. On ne nous dise pas, quand le MOC échoue, on sort, on va à la conférence nationale qui échoue, on sort, on va au MOC qui échoue, et puis on va le référendum. Ce n'est pas comme ça. Il faudrait qu'ils se rendent compte que ça ne va pas, il faut s'asseoir et tout réviser. Et aujourd'hui, la communauté internationale doute surtout de la capacité politique et de la gouvernance, la capacité de gouvernance de ce régime à mettre en œuvre cet accord de paix de réconciliation. C'est ça qu'il s'agit. C'est vrai que l'accord n'est pas parfait, mais ceux qui le mettent en œuvre aussi ont de sérieux problèmes. Et j'ai dit, je vais laisser la parole au conseil pour répondre à la question piège qui est là. C'est vrai qu'il rien n'a été pris en compte, mais ils savent comment ils vont le prendre en compte après. Il en parlera. Je pense que la dernière question concerne surtout
qu'on dise que nous soyons en campagne pour 2018. Je crois que ceux qui sont sortis le 21 juin, les masters soumis, le 17 juin, les masters soumis, la CSTM, tous ces gens qui sont sortis, les sessions qui sont là, je ne pense pas qu'ils soient en campagne pour 2018. Ils sont en campagne pour le Mali. Je crois que c'est... Je vais essayer le plus simplement du monde de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées ici. Je commence d'abord par la question des relations entre la loi constitutionnelle et l'accordage. Effectivement, cette question revient de manière répétitive. Voilà ce qu'on va dire à ce sujet. Si on dit que la révision constitutionnelle est instituée pour permettre la mise en œuvre de l'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend cette loi constitutionnelle, on doit y trouver toutes les préconisations d'ordre constitutionnel qui sont dans l'accordage. Ça, c'est quand même tout à fait logique. Or, la réalité, c'est quoi? Quand nous prenons cette loi constitutionnelle publiée au journal officiel, vous n'avez quasiment aucune des préconisations qui sont dans l'accord d'Alger. La seule préconisation que d'ailleurs nous refusons d'inscrire au titre de l'accord d'Alger, parce que inscrire cette préconisation au titre de l'accord d'Alger, moi je dis, c'est faire injure au peuple malien. C'est faire injure au peuple malien qui depuis 2001 s'est exprimé sur la question du Sénat. Il n'y avait pas d'accord d'Alger. C'est faire injure au peuple malien qui, depuis 2011, est revenu sur la question du Sénat. Donc pour nous, la question du Sénat fait l'objet d'un débat qui n'est pas lié à l'accord d'Alger. Donc on ne peut pas l'inscrire au titre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Ça c'est le premier élément. Mais au fait, il faut aller au-delà de cet élément. Pourquoi? Vous me permettrez de faire un petit retour. Ce petit retour, c'est quoi? Vous vous souvenez que lorsqu'on a engagé ce processus de révision constitutionnelle, on a mis en place un comité d'experts. Un comité d'experts constitué de Maliens. Ils sont réunis pendant au moins 6 à 7 mois. Ce comité d'experts a produit un avant-projet de loi constitutionnelle. Cet avant-projet de loi constitutionnelle a été transmis à qui le doit. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris, on l'a jeté à la poubelle. Nous étions étonnés, donc on a cherché à savoir au fond pourquoi, après avoir investi des millions et des millions pour entretenir un comité d'experts, alors le produit de ce comité d'experts, on le prend, on le jette à la poubelle. Donc on ne comprenait pas du tout, parce que ça échappe à toute logique. Donc on a essayé de creuser, qu'est-ce qu'on a vu? On a pris l'avant-projet du comité d'experts, parce que, je le dis en passant, que quand on a jeté ce projet, cet avant-projet du comité d'experts, on est allé fabriquer de toutes pièces un autre projet de loi constitutionnelle. Donc, c'est facile, on a pris les deux pour les comparer. La comparaison, on a compris pourquoi. C'est justement qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on prend l'avant-projet du comité d'experts, il n'y a pas d'élément réellement significatif de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Donc, la conclusion inévitable, c'est quoi? C'est qu'on a jugé que le comité d'experts ne prenait pas en compte l'accord d'Alger. Et qu'est-ce qu'on a fait? Dans le projet qu'il a supplanté, on a rédigé. Vous pouvez vérifier, n'importe qui peut vérifier. Dans le projet initial du gouvernement, de l'article 92 à l'article 97, vous voyez, ça, ces dispositions étaient au cœur de l'accord d'Alger. Moi, je les ai appelés les articles de la partition du pays en fait. Donc, ces articles, qu'est-ce qu'on a fait? Les députés, quand même, on a beau les instrumentaliser, vous savez, les députés, ils ont beau appartenir à un parti politique, ils sont avant tout des Maliens. Les députés ont rejeté l'ensemble de ces dispositions de l'article 92 à l'article 97. Dès lors, moi je me suis dit, à partir de cet instant même, le président de la République aurait dû mettre un terme à son projet de révision constitutionnelle qui n'avait plus aucun sens. Mais attention, ça c'est un premier sentiment. Mais en fait, il faut aller au fond. Parce qu'il faut toujours chercher à comprendre. On s'est dit, mais non, en fait, ce que je dis là, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que j'imagine, c'est ça le scénario. On s'est dit, c'est pas un problème. Les articles 92 à 97, enlevons-les, c'est pas un problème. Pourquoi on va les enlever?
Parce qu'on va bien les remettre après. Vous imaginez comment? C'est pas par la magie. Bien sûr, c'est par la magie. Mais une magie bien réelle. Pourquoi? Parce qu'on a banalisé la procédure de révision constitutionnelle qui permet au président de la République de décider de modifier l'essentiel des dispositions de notre constitution du Mali sans interroger le peuple du Mali. C'est ça la voie parlementaire de la révision constitutionnelle. On s'est dit non, ne créez pas un problème. Enlevons-les. Dès lors que la constitution va être approuvée par le référendum, promulguée, vous verrez, on se réunit le lendemain, je convoque mon Sénat et mon Assemblée en congrès, on amène tous les articles à 92, on peut même aller jusqu'à l'article 100. Aucun problème. Donc on s'est dit, est-ce que réellement, il n'y a pas une intention de fraude à la Constitution derrière ces stratagèmes? En tout cas, on peut se poser la question. Donc voilà la réalité de cette question-là. Donc, pour nous, on a enlevé ce qui concerne l'accord d'Alger, mais c'est en attendant seulement, en attendant que la Constitution soit validée. En ce moment, on va mettre tout ce qu'on voudrait dedans. Et le peuple malien ne sera pas introduit. D'ailleurs, j'ai dit, parce que les Maliens doivent savoir, ce référendum risque d'être le dernier, le premier et le dernier pour toute la vie des Maliens, parce que jamais on va venir nous interroger encore pour la révision constitutionnelle. Tout va se jouer au sein du Parlement. Ou le jour où on va nous demander la révision constitutionnelle, soyez sûrs et certains que ce serait la pire nouvelle qu'on aurait installée au Mali, qu'on aurait donné aux Maliens, parce que ça voudrait dire que cette révision va conduire à sauter le verrou de la limitation du mandat ou sauter le verrou de la durée du mandat, parce que ce sont les dispositions qui font l'objet de révision. Donc on n'aura même pas à se réjouir de faire un référendum constitutionnel. Donc ça c'est très important à dire. Je ne veux pas trop m'étendre sur cette question. J'enseigne sur la question du ministre de l'administration territoriale. Quelqu'un a dit, parce que le ministre de l'administration territoriale est un chef de parti, est-ce que c'est bien? J'avoue qu'il ne faut pas faire du procès d'intention. On peut très bien être chef de parti et en républicain, bien organiser les élections dans la transparence absolue. Je dis bien en républicain. Parce que nous avons connu l'exemple des ministres de l'administration territoriale politique, mais qui ont géré ces départements en matière électorale de la manière républicaine la plus incontestable possible. Je ne dirais pas les lois ici pour qu'on ne me soupçonne pas de choses, mais ça c'est la vérité. Mais quel est le problème concernant l'actuel ministre de l'administration territoriale? Ce n'est pas qu'il soit chef de parti en fait. Mais, comme je l'ai dit, je ne peux pas le poser de tension, donc nous avons sur la base d'actes posés par ce ministre. Alors, qu'est-ce que ce ministre a posé comme acte? Il a posé un acte de violation de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. C'est là où, moi, je m'insulte sur sa présence à la tête du ministère de l'administration territoriale pour des questions d'éthique républicaine. Pourquoi? La loi dit, la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour constitutionnelle ne peut donner un avis sur aucune question sur laquelle elle serait amenée à se prononcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la question de la révision constitutionnelle, qui naturellement va venir devant la Cour, soit pour recueillir son avis, soit même pour recueillir un arrêt d'inconstitutionnalité. Donc la Cour n'est pas fondée à donner une opinion publique, un avis, une situation ou n'importe quel autre conseil qui ne s'inscrit pas dans cette procédure légale. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre Tima Hubert, il a pris tout son staff technique, ils se sont rendus au siège de la Cour constitutionnelle, ils ont tenu une séance de travail. Une séance de travail à l'issue de laquelle le ministre lui-même est sorti devant les micros et les caméras de l'ORTM pour se réjouir, en toute violation de la loi organique de la Cour constitutionnelle, pour se réjouir d'être venu à la Cour, demander ses conseils, ses suggestions, ses avis. J'ai dit, mon Dieu, c'était une violation caractérisée de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. J'invite n'importe qui à aller voir cette loi si ce que j'ai dit est faux ou vrai. Je continue. L'autre élément, je vais pas trop vous reposer le micro. Je viens, il dit ce qui ne va pas dans cette constitution. Franchement, Madame la Présidente, je suis très peiné par cette question, parce que ce lieu-là, franchement, si nous devions égrener toutes les irrégularités, tous les anachronismes, toutes les incohérences de ce projet de révision constitutionnelle, aussi bien
dans la forme et dans le contenu, je vous assure que madame, on va devoir rester jusqu'à demain. Donc je ne sais même pas ce que je dois faire. Alors, ce que je vais faire, pour quand même répondre à mon confrère, parce que je le dis moi-même ayant été un peu journaliste, je vais essayer de survoler. Je vais survoler pour que les gens se souviennent un peu. La procédure, son irrégularité, ça se passe de tout commentaire. Pourquoi? Je n'irai même pas à évoquer le premier document, projet de loi, qui en fait n'était pas une loi modificative, qui est dans la forme, était présenté comme une nouvelle constitution. Première irrégularité, parce qu'une loi constitutionnelle n'a pas la même mouture qu'une loi de révision. Tous ceux qui sont habitués au processus d'élaboration des lois savent très très bien de quoi je parle. Première irrégularité. C'est parti à l'Assemblée, d'accord. Il y a eu des amendements, etc., des députés. Alors, étape suivante. On savait très bien que cette loi votée devait passer à la Cour constitutionnelle. La loi votée, je dis bien, et non pas les amendements. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transmis les amendements à la Cour constitutionnelle, dans l'irrégularité absolue. Parce que ce ne sont pas les amendements qui doivent être transmis à la Cour constitutionnelle, mais c'est la loi votée par l'Assemblée nationale qui doit être envoyée à la Cour constitutionnelle. On a envoyé les amendements. C'est pas moi qui le dis, je précise. C'est la Cour elle-même qui le dit. La Cour dit, le gouvernement a transmis un document qui est constitué d'amendements, qui se réfère à des amendements. La Cour a rappelé que non, ce n'est pas la pratique. La pratique, c'est qu'une loi modificative doit se référer à la loi originale et non pas aux amendements. Quelle irrégularité? Néanmoins, la Cour a accepté d'examiner. C'est pas grave. Je vous fais cadeau de l'omission gravissime que la Cour elle-même a constaté dans ce document en ce qui concerne l'obligation du président de la République dans le serment de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire. Ça a été soumis. Mais en fait, ça a été supprimé. À quelle fin? Question sans réponse pour l'instant. Mais toujours est-il que, qu'est-ce qu'on constate? Entre l'observation de la Cour, s'agissant des amendements, et la loi publiée au journal officiel, on a vu qu'il n'y a eu aucune référence à quelque amendement que ce soit. Question donc, qui a apporté les correctifs aux documents envoyés à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle? Qui a corrigé? Qui a corrigé? Parce que celui qui a corrigé a commis une violation flagrante de la Constitution du Mali. A commis une violation flagrante de la Constitution du Mali parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt datant de 2001 qui a clairement affirmé que lorsque une loi constitutionnelle transmise à la Cour contient des incorrections ou même des irrégularités, si correction il y a à faire, l'Assemblée nationale peut se faire. Donc, comment on corrige? Simplement, le président de la République doit demander une seconde délibération qui permet de corriger. Ça n'a pas été le cas. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans son bureau pour corriger notre loi fondamentale. Quelle irrégularité! Ça, c'est pour la forme. Le contenu, c'est pire. Mais là, je ne vais même pas trop vous fatiguer pour les questions qui ont été évoquées déjà, dont tout le monde a parlé. Je vais ici mettre de nouveaux éléments, en quelque sorte, dans le dossier, comme on dit. Ces nouveaux éléments, c'est quoi? La Cour constitutionnelle, c'est vrai, s'agissant de la Cour constitutionnelle, on parle de quoi? On dit, en fait, le président de la République, c'est lui qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Ça porte atteinte à l'indépendance de l'institution. Mais ce que les gens souvent ne précisent pas, c'est que ce jugement-là, c'est la Cour elle-même qui est à l'origine de ce jugement, qui a dit que si on instaure un système de nomination du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République, cela porte atteinte à l'indépendance de l'institution. Mais moi, je ne suis même pas sur ça. Ce que je vais préciser, vous savez, il y a d'autres choses concernant la Cour constitutionnelle. Vous savez, si on prend la loi, la Constitution de 92, la Constitution de 92 dit deux choses. Première chose, ceux qui nomment les trois membres, la Constitution fait obligation que parmi ces trois membres,
au moins 2 soient juristes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non. 2 c'est trop. Pour le président qui continue de nommer 3, il va se contenter d'un seul juriste. On ne va pas lui imposer 2 juristes. Ce serait trop le contraire pour le président de la République. Donc, parmi les 3, un seul, un juriste, et le compte est bon. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça, vous savez quoi? Parce que l'actuelle constitution dit toutes les autorités de nomination ont une obligation, c'est qu'il y a des critères pour désigner des conseillers à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la loi constitutionnelle a fait? Elle a supprimé purement et simplement ces critères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun critère pour être membre de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que même le vendeur de cacahuètes, le président peut le nommer à la Cour constitutionnelle. Parce qu'il n'y a pas de critères. C'est la liberté totale. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Bon, là aussi, je le fais un peu, je m'amuse un peu sur forme d'interrogation, parce qu'on aime bien se glorifier. Voilà, aujourd'hui, le démandisme est interdit. Très bien. Très bien, on salue. Mais ça ne règle pas toute la question. Pourquoi? Est-ce qu'ils y ont pensé qu'au sein de l'Assemblée nationale, tous les députés ne sont pas d'un parti politique? Alors moi, la question, l'indépendant qui est député, si après avoir été élu, il va dans un parti politique, qu'est-ce qui va se passer? Un indépendant qui quitte un groupe d'indépendants pour un autre groupe d'indépendants, qu'est-ce que la Constitution dit? Là, ce sont des vides. Donc, c'est vrai que cette question n'est pas totalement réglée. Sinon, je dirais même que ça instaure une discrimination entre 2 catégories de députés. Les premières catégories pourraient être sanctionnées. Les deuxièmes catégories qui sont dans l'impunité absolue. C'est qui n'est pas. Madame, excusez-moi, je vais encore être bref, tenter. Donc, la question des délais, parce que ça, on n'a pas trop, c'est pour ça que je ne veux pas parler des autres. La question des délais, on a dit, c'est très bien, la Constitution a augmenté tous les délais. Mais moi, j'applaudis. C'était ça l'objectif aussi. À chaque fois qu'on a parlé de révision constitutionnelle, on s'est dit, il y a un certain nombre de délais, il faut les augmenter. Alors, je pose la question aux initiateurs de cette loi. Pourquoi certains délais ont-ils été omis? Pourtant, ce ne sont pas des délais moins importants. Le premier délai, c'est quoi? On a dit, les délais qui sont dans la Constitution de 92, qui généralement varient entre 21 jours et 40 jours, c'est trop serré. Donc, on va les augmenter. Ça a été le cas. Mais on a omis. On a dit, si jamais demain, on dissout l'Assemblée nationale, il y a aussitôt ce qu'on appelle les élections anticipées. Donc, ces élections anticipées, la Constitution de 92 a dit 21-40 jours. Ils ont oublié d'augmenter ce délai. Premier point. Deuxième point, une autre mission. Je ne sais pas si c'est volontaire ou bien c'est pas. Mais mes connaissances de premier réel, vécu dans la mise en œuvre de la Constitution, c'est le délai entre les 2 tours du scrutin présidentiel. Mais je vous assure, les 14 jours, moi j'ai peur déjà. Parce que tel que je vois l'équipe actuelle, au ministère de la Nation culturelle, c'est le gros problème. Ce délai de 14 jours est quasi intenable. C'est tellement intenable qu'on est obligé de faire des assises pour pouvoir tenir l'élection présidentielle second tour. Je vous assure, si on ne change pas ce délai, ne soyez pas étonnés. Dans 2018, le deuxième tour de la présidentielle ne puisse pas se tenir. Et je vous assure, allez-y interroger les responsables au ministère de la Nation territoriale. Ils vont dire non, et ce que je dis là, c'est la priorité. Donc, ce qui fait d'ailleurs, on aime bien se glorifier. Parce qu'en 2011, le projet de l'élection prochaine avait augmenté ce délai. Pourquoi on ne l'a pas intégré ici? Par omission, je ne sais pas. Mais ce problème est très crucial. Ensuite, vraiment, il y en a tellement ici, il y a un certain nombre d'incohérences, je suis obligé de signaler cela. La question de la délimitation des circonscriptions électorales et de la répartition des sièges. Ça, la disposition de la loi constitutionnelle est d'une gravité incroyable. Jusqu'ici, c'est seule une loi organique qui détermine les circonscriptions électorales
qui détermine le nombre de sièges par circonscription. Vous savez, pour toute élection, c'est la question la plus cruciale. Pourquoi? Parce qu'il faut faire en sorte que les principes d'égalité soient respectés. C'est pour cette raison que la Constitution de 92 a fait obligation que ce soit par une loi organique. Une loi organique, pourquoi? Pour permettre de manière obligatoire, irréversible, à la Cour constitutionnelle de vérifier qu'il n'y a aucune antenne à cette question de respect de l'égalité du suffrage dans la répartition des sièges et dans la délimitation des sièges. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que désormais, ce n'est pas une loi organique qui règle cela, c'est une loi ordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si cette constitution passe, on pourra simplement par loi construire des circonscriptions comme on veut, les répartir comme on veut, sans aucun critère de respect d'égalité. La Cour n'aurait rien à dire. Parce que la Cour ne pourra parler que si elle est saisie. Si on décide de ne pas saisir. Et vous savez très bien, c'est très facile de demander gentiment qu'on ne saisisse pas la Cour, au mépris du peuple malien. Voilà. Donc, je termine par un autre. Il y a tellement d'autres incohérences, comme je l'ai dit. Si on doit continuer, on restera jusqu'à demain. Ça veut dire qu'en conclusion, que ces textes, du point de vue du contenu, est une régression, une modification d'une constitution. C'est pour améliorer. On ne modifie pas un texte pour aller dans le sens inverse, mais c'est pour aller à l'avant. Cette modification est une régression démocratique. Cette régression démocratique est faite dans des conditions irrégulières. Voilà, madame. Merci beaucoup. Je vais juste demander, en une minute, si tu peux nous expliquer quelle est la différence entre une loi organique et une loi ordinaire. Juste en une minute, sans trop développer, pour qu'on puisse comprendre. Très bien. Oui, je vais le dire en 2 mots. Je suis même gêné de parler de ça parce que c'est tellement terre à terre. C'est des notions que les étudiants apprennent en 1 mois à la faculté de droit. Donc, la loi organique, c'est quoi? La loi organique, c'est une loi dont l'objectif est de compléter la Constitution. C'est ça l'objet de la loi organique. La loi organique, c'est une loi dont l'objectif est de compléter la Constitution. Parce que la Constitution ne veut pas tout dire. Donc parfois, la Constitution renvoie à une loi organique pour compléter certaines de ses dispositions. C'est ça la loi organique, qui est différente d'une loi ordinaire. Donc, puisque la loi organique est là pour compléter la Constitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'existe de loi organique à voter par l'Assemblée que celle qui est expressément prévue par la Constitution. Et alors que la Constitution n'a pas dit qu'on doit recourir à telle loi organique pour tel objectif, il n'y a pas de loi organique. En aucun cas, les députés peuvent se lever seulement pour élaborer une loi organique. Impossible dans un système démocratique, sauf si c'est notre système qu'on propose. La loi ordinaire, c'est que les députés. La loi ordinaire, c'est celle que les députés adoptent dans des matières énumérées. Maintenant, vous m'amenez malheureusement encore à évoquer une question. Je ne voulais pas le dire ici. Ça veut dire quoi? Très brièvement aussi. Si vous voyez la Constitution a énuméré les matières. Le domaine de la loi est énuméré dans la Constitution. Mais vous savez, ça veut dire quoi? La loi constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a énuméré le domaine de la loi. Ensuite, elle a dit, voilà les domaines dans lesquels le Parlement intervient. C'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà le domaine où l'Assemblée seule intervient. Logiquement, même quand on n'est pas juriste. Comment on doit comprendre ça? On doit comprendre qu'il y a un domaine de la loi énuméré. Et dans ce domaine, voilà ce que l'Assemblée et le Parlement réglementent. Voilà ce qui revient à l'Assemblée nationale. Donc, moi je me suis amusé alors à voir qu'est-ce qui revient à l'Assemblée et au Parlement, qu'est-ce qui revient à l'Assemblée nationale. Surprise, madame, je retrouve dans les domaines qui reviennent au Parlement des matières qui ne sont pas dans l'énumération. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a énuméré le domaine de la loi, on a dit dans ce domaine,
il y a une partie qui revient au Parlement, l'autre partie revient à l'Assemblée. Mais quand on voit la partie qui revient à l'Assemblée, au Parlement, et la partie qui revient à l'Assemblée, on constate qu'il y a des matières qui n'existent pas dans l'énumération. De deux. Autre chose, je vais terminer par ça. Dans les matières énumérées, la matière change même de formulation selon qu'elle est dans l'énumération et selon qu'elle est attribuée au Parlement ou à l'Assemblée. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ça vous montre que ce texte-là est d'une médiocrité juridique incroyable. International d'avoir effectué les déplacements. Je salue Madame la Présidente, Honorable Tcham et le professeur Fomba pour ces éclairages. Et la question qui a été posée par rapport à est-ce que j'ai fait une étude socio-linguistique du sujet ou bien de la chanson avant sa publication. Bon, c'est pour vous dire tout simplement que quand on regarde le Mali, notre langue officielle c'est le français. Ok? Et la langue nationale c'est le Bambara. Le Bambara est parlé par une grande majorité des Maliens. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux langues pour le texte. Et quand vous constatez dans le refrain de la chanson, lorsque j'ai parlé de touche pas à ma constitution, mon âme, ma vie c'est ma constitution, touche pas à ma constitution, et puis qu'on a dit non, on est devenu démon, touche pas à ma constitution, tu veux devenir Napoléon. Bon, moi je suppose que tous mes fans connaissent ce que ça veut dire Napoléon. Toutes les personnes qui m'écoutent savent ce que ça veut dire Napoléon. Certaines personnes ne peuvent pas aujourd'hui ignorer Napoléon et aujourd'hui passer tout leur temps à dire nos films, nos hymnes. Je suis désolé. Donc, si quelqu'un est supposé comprendre le français ou comprendre l'histoire du monde, ne doit pas, et cette personne ne doit pas ignorer ce que ça veut dire Napoléon. Donc, dans le même refrain, j'ai dit Jamana Sharia Souba, c'est la Constitution. Ok? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que la chanson, j'ai essayé au maximum donner de l'explication aux gens pour que le message puisse atteindre le destinataire, le citoyen lambda puisse comprendre. Parce qu'il y a un couplet intégralement en Bambara aussi. Donc ce n'est pas pour faire du shogobi. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens au Mali, lorsqu'il s'agit de dire Mali, Hine Djamana, Djatilia, Horonya, etc., on dit ça en Bambara. Mais lorsque certaines personnes doivent élaborer les vraies stratégies de pillage de la République, on dit ça en français. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai réparti la chanson, le texte entre le français et le Bambara. Mais ça va continuer.